C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 99 du 13 janvier 2025. On vient à peine de se tremper l'orteil dans les eaux agitées de 2025 et ça éclabousse déjà partout avec la démission du premier ministre Justin Trudeau. Quel est son héritage pour les communautés queer? Égide au service de la défense et la protection des communautés LGBTQIA+, de la francophonie, souligne son 5e anniversaire en tenant son congrès à Montréal. 3 exorcismes pour ne plus être gay, Gabriel Nadeau nous parle de son histoire. Le Centre des arts DRAC à Drummondville parle d'identité et le Cercle Orange au service des personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas accès aux soins de santé. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Bon, on s'y attendait quand même, plus ou moins selon les cas. Mais malgré tout ça, c'est toute une onde de choc qui a été causée par la démission du premier ministre Justin Trudeau. À la traîne dans les sondages à quelques mois des élections générales fédérales après des remous au sein de son parti qui ont culminé par la démission fracassante de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland. Il y a 4 semaines de ça, il me semble qu'il y a tout un monde qui s'est passé en 4 semaines seulement. Donc, Justin Trudeau démissionne. Pour en discuter, notre segment Transcontinent Queer spécial. Alors, nous recevons Dan Robichaud, qui est animateur de radio et activiste à Clare, en Nouvelle-Écosse. Ils sont pas encore avec nous, mais on attend Arnaud Baudry, directeur général de Franco-Queer à Toronto, et Rose-Eva Fork-Jenkins du comité Franco-Queer de l'Ouest à Edmonton, et aussi ici en studio, Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence à Montréal. Salut Patrick. Bonjour Denis Martin. Salut à toi, Dan, qui est là en ondes. Oui, je suis là. Salut. Alors, je vous demande rapidement vos réactions à cette démission. Bien, comme tu le mentionnais, c'était quelque chose qu'on s'attendait c'est sûr que c'est pas évident pour un homme politique de dire j'ai fait le tour du jardin c'est fait maintenant. Ouais, puis il voulait son 9e round avec, pour reprendre une analogie de boxe, parce que Justin Trudeau aime la boxe, mais il voulait son 9e round avec son opposant Pierre Poilievre du Parti conservateur. De ton côté, Dan? Je pense qu'on s'y attendait que ça venait. C'est clair que sous son gouvernement, il y a eu des bonnes avancées pour les droits des personnes queer au Canada, mais je pense qu'il s'installe une angoisse sur où est-ce qu'on s'en va par après. Moi, je vais vous faire entendre un petit extrait. On y va. Pour la censure du gouvernement et les tentatives successives visant à vous empêcher de bâtir vos communautés, pour vous avoir refusé l'égalité et vous avoir forcé à lutter constamment pour cette égalité, et ce, souvent à un coût élevé, pour vous avoir forcé à vivre à l'écart, pour vous avoir rendu invisible et vous avoir humilié, nous sommes profondément désolés. Nous avions tort. We were wrong. We are sorry. And we will never let this happen again. Merci, Monsieur le Président. Bon, en 2017, avec cette déclaration, Trudeau s'est placé dans la position d'allié pour les communautés queer. L'a-t-il vraiment été, Patrick? Bien,
Ce discours qu'on a partagé il y a quelques secondes, c'est un discours, j'étais à Ottawa et je crois qu'il y avait énormément d'émotions parmi les gens qui l'écoutaient. C'était effectivement les excuses aux personnes qui avaient été purgées, comme on dit malheureusement, de la fonction publique, de la GRC, de l'armée. Mais c'était aussi un message à toute la communauté LGBT qui a subi aussi l'ostracisation dans les différents milieux de travail. Donc, d'entendre qu'un un premier ministre fait ces excuses-là, c'était un message aussi qui s'adressait à toutes les personnes qui avaient subi cette discrimination-là et tout ce qui venait avec. Là. De ton côté, Dan, comment tu as réagi à ces excuses-là? Parce que c'était un moment historique au Canada. C'est un moment historique. On parle de éponger tout le dossier criminel de gens, là. Puis je pense que ça a montré que le gouvernement était ouvert et c'est ça qui a mené peut-être ou probablement au plan d'action en 2022, le plan d'action fédéral. D'accord. Par contre, ils sont quand même fait critiquer pour être insuffisants dans leurs mesures. Mais l'un a mené à l'autre, puis je pense que ça a aidé certainement. J'aimerais ça donner la parole à nos correspondants en Ontario et puis dans l'Ouest. Je vois que Roseva, t'as allumé ton micro. Alors, c'est quoi pour toi? On vient d'entendre les excuses de Justin Trudeau en 2017. Comment ça a été reçu en Alberta? Peux-tu clarifier quel... Alors, on parle des excuses pour la discrimination pendant plus de 40 ans, je pense, de discrimination envers les fonctionnaires et les gens de l'armée. On parle de la purge, entre autres choses. Et Justin avait fait des excuses très publiques là-dessus. Oui, donc c'est bien qu'il a reconnu qu'il y avait des excuses qui étaient nécessaires. Alors le fait qu'il était assez public, comme le fait qu'il est allé à plusieurs fiertés, c'était quelqu'un que publiquement qui adressait la communauté LGBTQIA+. Alors de cette façon-là, on peut reconnaître qu'il a été publiquement en faveur de la communauté. Je pense que je vais aller à toi, Arnaud. J'aimerais ça te lancer peut-être parce que en Ontario, vous recevez beaucoup d'immigrants. Puis il y a eu beaucoup d'immigrants syriens et d'immigrants ukrainiens qui se sont retrouvés en Ontario, des immigrants queer, en fait des réfugiés queer. Ça aussi, ça a été un geste du gouvernement Trudeau qui a été quand même bien accueilli dans nos communautés. Ben, clairement, c'est une action qui va au soutien de la communauté LGBTQ+, internationale, spécifiquement les personnes demandeuses d'asile ou les réfugiés qui sont à risque dans leur pays. Donc, c'est envoyer un signal positif en soutien de la communauté LGBT. Mais enfin, c'est même plus qu'un signal, c'est une action concrète, en fait, qui vient au soutien de personnes qui sont à risque de perdre leur vie dans leur pays d'origine. Alors, j'aimerais tourner peut-être sur un autre point de vue aussi. Tout n'est pas rose ou lavande, si on peut dire, dans l'héritage de Justin Trudeau. D'abord, on m'a déjà souligné la contradiction de son gouvernement, qui date de même d'avant lui, ce fait de subventionner, de faire subordonner les droits des communautés de LGBTQIA+, après les privilèges religieux. C'est-à-dire qu'on peut évoquer la liberté religieuse encore et toujours au Canada pour discriminer envers nos communautés. Et ça n'a toujours pas été réglé. Je te lance la balle, Patrick. Wow! Ça commence bien l'émission. Mais effectivement, cette liberté religieuse qui est en opposition dans certains cas à la protection des personnes LGBT, en tout cas des propos qui peuvent parfois être contre les personnes de la communauté, a suscité effectivement beaucoup de friction à savoir pourquoi c'était toujours possible. Donc, c'est sûr que un gouvernement qui essaie d'être au rendez-vous des personnes sous-représentées, et on parle aussi des personnes de différentes origines et de religions, bien, ça l'a amené ça, mais effectivement, pour plusieurs, ça venait
c'est un message contradictoire qui était quelque part là. Comment vous réagissez à ça au Canada? Peut-être que je vais te lancer la balle, Dan. Ah, mon Dan, t'es pas branché, là, Dan Robichaud, oui. Là, je suis là. Oui. Comment tu réagis à ça, le fait qu'on subordonne les droits LGBT à la liberté religieuse? Bien, je pense que c'est un des points que le gouvernement Trudeau a été critiqué dessus. C'est un peu bizarre qu'on continue à prendre l'argument religieux pour subordonner les gens, certains. Malgré que dans certaines églises, c'est l'inverse. Il y a des églises qui sont pro des droits LGBT. Des églises ouvertes. Des églises ouvertes, oui. Ouais. Je vais faire avancer la conversation, mais si vous avez... on peut revenir si vous voulez, mais je pense que j'enverrai ça à Arnaud. Il y a aussi tout le financement de la lutte contre l'homophobie. Ça relève des provinces, mais ça relève aussi du fédéral. Il y a eu beaucoup de paroles. Est-ce qu'il y a eu de l'action? Parce que moi, j'ai pas vu de bureau de lutte à l'homophobie au fédéral, mais il y a un bureau à la lutte contre l'islamophobie. Il y a un secrétariat, par contre. Oui. Est-ce que ce secrétariat-là a des pouvoirs? Est-ce qu'il fait quelque chose? Mais la question était à notre collègue, oui, Arnaud, mais juste mentionner qu'effectivement, le secrétariat anime des rencontres avec plusieurs organismes canadiens pour valider leur plan d'action. Arnaud, oui. Mais à ma connaissance, il n'a pas de pouvoir contraignant sur aucun ministère, mais il est là pour appuyer et il est consulté dans certaines initiatives. Aussi, je pense que ce qui a été fait, c'est le plan d'action LGBTQ+, au niveau fédéral. Et là, ça s'est traduit par des engagements en dollars en soutien aux organisations qui œuvrent sur le terrain dans la défense des droits des personnes, des communautés de LGBTQIA+. Je vais juste revenir aussi sur le point précédent par rapport aux enjeux religieux. Je me demande s'il n'y a pas une confusion, en fait, dans la compréhension de cette subordination, parce que utiliser les arguments religieux pour discriminer des personnes, des communautés LGBTQ+, ça reste illégal, ça reste impossible. C'est pas quelque chose qui est appuyé par le gouvernement, à ma connaissance. Mais par contre, clairement, la Charte canadienne des droits et libertés appuie la liberté de conscience. Donc, on peut penser, effectivement, c'est peut-être là d'où vient la confusion, parce que la liberté de conscience est soutenue par la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui veut dire que on peut penser ce qu'on veut de ce qu'on veut, mais là où il y a une limite, c'est dans les actions. Donc, à partir du moment où l'action devient discriminatoire, ou devient homophobe ou transphobe, là, ça devient un problème. Mais tant que ça reste des idées, là, effectivement, c'est la liberté de conscience. N'importe qui peut croire ce qu'elle veut en se basant sur n'importe quel précepte, que ça soit religieux ou autre. Malheureusement, ça se retrouve quand même dans les manifestations qu'il y a eu contre nos communautés et même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de haine et justement, on justifie ça par la religion. Roseva, toi qui es en Alberta, je sais qu'il y a eu beaucoup de manifestations anti-queer dans les dernières années. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu vois comme un problème dans l'héritage de Justin Trudeau? Oui, ben on voit, il y a un organisme qui s'appelle Gris Montréal, que eux autres qui font des sondages quand ils font une présentation pour voir c'est le niveau de tolérance des personnes pour pouvoir être exposées à une personne de LGBTQIA+. Puis ils ont dit qu'ils n'ont pas vu des chiffres. Tu sais, les chiffres ont rebaissé comme qu'on a vu avant, tu sais, les années comme 2000. Là. Tu sais, on est vraiment retombé à une place où est-ce que il y a un gros problème de homophobie, de transphobie. Alors, est-ce que c'est l'héritage de Justin Trudeau? C'est dur à dire. C'est quelque chose qui a multiples facteurs. Mais est-ce que Justin Trudeau a fait assez pour, tu sais, être contre et dénoncer? Tu sais, on voyait beaucoup de paroles, mais est-ce qu'on voyait des actions toujours tu sais, en tant que... Oui, le financement, c'est quelque chose qui a été fait. Alors, tu sais, c'est dur à dire. Je terminerai avec ça parce qu'on vient de parler justement de la haine en ligne. On nous a promis une loi au fédéral
pour, un peu comme en France, pour gérer cette haine-là, mais là, ça n'arrivera pas, Patrick. Je t'envoie encore des questions difficiles, mais t'es bon là-dedans. Mais la haine, c'est le fléau en ce moment en ligne, pas juste envers nos communautés, là, mais quelque part, à un moment donné, il faudra encadrer qu'est-ce qui est possible de faire. Et ce qui me préoccupe, c'est le désengagement justement des réseaux qui ne filtreront plus plusieurs choses. Et ça va au-delà de nos frontières. Donc, je pense que ce niveau-là est majeur. L'interprétation de la haine envers une personne en particulier, c'est sûr qu'il existe qu'on peut faire des plaintes, là, mais le processus est lourd pour la personne qui est victime, puis souvent par des personnes qui sont des faux profils. Mm-hmm. Quand c'est des vrais profils, on voit en France qu'il y a des gens qui se font poursuivre par les tribunaux, puis justement, c'est une approche qui peut utiliser au Canada, mais qui pourrait être une matière à réflexion à voir comment on pourrait aider des personnes qui subissent la haine dans des processus au niveau civil, si on ne peut pas y aller au criminel, de dommages à réputation, etc. Là, il faudrait regarder d'autres avenues, compte tenu qu'il n'y aura pas de projet de loi qui va être voté, je crois, d'ici les prochains mois. On ne va pas compter sur Zuckerberg qui va voir des vrais hommes maintenant. Il va voir depuis qu'il s'entraîne au gym, lui, là, non, sérieux, c'était dans les journaux ce matin. Bon. Alors, oui, est-ce que c'est un problème auquel on va devoir... on risque de ne pas s'adresser parce que là, il y a des élections qui s'en viennent aussi. Cette haine en ligne... Dan, je sais que tu en reçois toi aussi. Moi, j'en ai reçu beaucoup, mais bon, j'ai limité qui peut me répondre sur les réseaux sociaux maintenant. Je pense que pour parler justement du gouvernement de Justin Trudeau qui nous quitte, c'est plutôt la critique, c'est pas que l'action n'a pas été prise, mais que la recherche a été insuffisante. Ouais. Puis je crois que du côté atlantique du Canada, il faut mentionner aussi qu'il y a le sénateur indépendant René Cormier, un Acadien du Nouveau-Brunswick, qui lui lutte et bat et fait des discours et éduque beaucoup de la population et des gens à Ottawa sur les personnes queer et transgenres non-binaires. Il nous reste rapidement 1 minute. Je vais donner 30 secondes chacun. Roseva? Oui, je pense que c'est compliqué, c'est du bien, du mal, mais ce qu'on a peur, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Alors, tu sais, on espère vraiment que c'est pas Poilievre qui rentre. Arnaud? Il y a des gros enjeux, des problèmes de désinformation et de mésinformation, mais je pense que essayer de contraindre la liberté d'expression, en fait, ça risque d'aller dans le sens contraire de nos intérêts. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est plutôt favoriser les échanges. Donc, pour pouvoir répondre à la désinformation et à la mésinformation, il faut pouvoir l'écouter pour pouvoir recevoir ces fausses informations et pouvoir y répondre avec de la vraie information et des informations basées sur les faits. Ah, vous êtes discipliné. On arrive justement à temps. Alors, merci Dan Robichaud à Clare, à Nouvelle-Écosse. Merci Arnaud Baudry, directeur général de Franco-Queer à Toronto. Roseva Falk-Jenkins du Comité Franco-Queer de l'Ouest. Et Patrick Desmarais, c'est clair que tu vas revenir parce qu'on va parler beaucoup de la succession de Justin Trudeau. Ça fait plaisir. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. La 3e conférence internationale d'Égide aura lieu du 31 juillet au 3 août 2025, parce qu'on est en 2025 maintenant, sous le thème Horizon LGBTQI francophone, transmettre, célébrer et préparer demain. La conférence aura lieu à Montréal. Pour discuter de tout ça, on reçoit le responsable des communications chez Égide, Bruno Laprade. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, d'abord, explique-nous un peu en quoi consiste la conférence Égide 2025 et son importance pour les communautés LGBTQI francophones. Oui, mais d'abord, Égide, on est une organisation internationale qui regroupe plus de 210 organisations LGBTQI dans 34 pays et territoires francophones. Et notre mission est de faciliter l'accès à des ressources pour les mouvements LGBTQI francophones.
Donc, on en est déjà à notre 3e conférence internationale qu'on organise, comme tu as dit, donc du 31 juillet au 3 août à Montréal dans le cadre du Festival Fierté Montréal. C'est une journée de pré-conférence et 3 jours de conférences en mode hybride. On attend au moins 350 personnes sur place et des centaines en ligne. Autant des activistes, des chercheurs, des représentants d'institutions et de gouvernements, des philanthropes, des entreprises, pour créer une synergie entre les mouvements LGBTQI et les différentes composantes. Donc, autant des conférences, des tables rondes, des sessions autogérées par nos membres, en plus de l'Assemblée générale d'Égide. Et pourquoi c'est important? On le sait, tu en parles fréquemment, les mouvements anti-genre prennent de plus en plus d'ampleur, sont bien organisés, sont bien financés. L'espace civique pour les communautés LGBT, tant en ligne qu'en personne, se rétrécit et on voit la montée de la haine partout. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se rencontrer pour contrer tout ça, pour se faire des plans. Mais aussi, c'est la première fois que nos membres se rencontrent en personne. C'est vrai, parce que ça avait été créé pendant la pandémie. On a été créé juste un peu avant la pandémie. Notre première conférence a dû être transférée en ligne pour des raisons justement de la pandémie, devait avoir lieu à Genève. La deuxième conférence devait avoir lieu au Bénin, mais pour des enjeux de sécurité, on a dû aussi la transférer à la dernière minute. Oui, je t'interromps parce qu'au Bénin, il y avait un coup à ce moment-là. Il y avait eu il y a eu des agressions, je pense. Non, c'était pas tant sur la sécurité du pays. C'était pas vraiment le climat politique. C'était vraiment... Il y a eu un événement qui faisait qu'on a eu une plus grande visibilité que ce qu'on aurait voulu sur place, et donc ça mettait à risque les gens qui venaient d'ailleurs. Oui, donc, je comprends. C'est pas tant le Bénin, mais ailleurs. Mais c'est parce qu'il y a eu des attentats à un moment donné, mais bon, on va passer c'était pas pour ça. Donc, c'est la première fois en personne, et c'est à Montréal. Et c'est à Montréal. Égide est né, en fait, à Montréal. D'abord, l'idée elle-même est venue des activistes LGBT francophones qui sont venus à une conférence pendant Canada Pride en 2017 et qui ont dit... nous, on manque d'espace en tant que francophones pour se retrouver sur la scène internationale. Il y a des rapports, on en a déjà parlé, qui montraient comment il y a peu de financements qui vont spécifiquement pour les groupes LGBT dans les pays francophones. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, on a besoin d'un réseau. Et donc, le gouvernement du Québec avait mis un premier montant pour mettre en place Égide, qui est né à Montréal en 2019. Et donc, c'est en fait cette année notre 5e anniversaire. Et donc, c'est un peu ce retour aux sources de revenir faire le bilan en même temps avec la conférence de nos 5 ans d'existence sur la scène internationale qu'on fait ici. La thématique Horizon, LGBTQI francophone, transmettre, célébrer, préparer demain, ça signifie quoi ce thème? Oui, chacun de ces 3 thématiques-là représente une des journées. Donc, transmettre, c'est autant transmettre nos luttes, transmettre nos histoires, nos archives. C'est se réapproprier ces histoires, notamment avec les histoires qui ont été effacées, notamment dans certains pays à cause du colonialisme. C'est célébrer, donc c'est célébrer qu'on a quand même eu, malgré le climat qui est un peu difficile, il y a eu quand même des avancées au courant des dernières années. Il y a des victoires sociales et on ne veut pas toujours être non plus toujours dans la tristesse. L'importance de pouvoir célébrer, d'avoir une certaine légèreté, c'est important. Donc, c'est une façon de mettre à l'avant comment le militantisme peut être une source de joie, comment on a des communautés créatives, comment nos communautés font face à l'inventivité pour lutter également. Et la dernière journée qui est liée sur préparer demain. Donc, comment on s'organise, de quoi on a besoin, quels sont les plaidoyers qu'il reste à faire, c'est quoi les sujets importants et comment on développe et on crée des alliances. Donc, voilà un peu pourquoi la thématique, donc passé, présent, futur, nous amène à cette conférence-là. Cela dit, il y a des défis et des sujets donc qui concernent nos communautés qui seront abordés pendant cette conférence. Quels sont-ils? Oui, c'est sûr qu'il est trop tôt pour parler un peu de qui va être là. Par le passé, donc, Égide a déjà accueilli des invités comme l'ambassadeur français pour les droits LGBTQI, l'expert indépendant des Nations unies sur les enjeux LGBTQI, des juristes internationaux comme Alice Encom, des gens de la Banque mondiale, des artistes comme Sophie Labelle, Éric Onomeni, Antoine Blaclar, des gens d'organisations internationales comme ILGA ou All Out, et des auteurs comme Sylla Maupoy, Jules Falquet et beaucoup d'autres activistes. Et donc, le but est un peu donc d'aller chercher, encore une fois, toute cette communauté diversifiée pour parler,
encore une fois, donc, des défis juridiques qui nous attendent encore. Hein, déjà depuis le début 2024, au moins 5 pays francophones ont soit parlé de criminaliser, l'ont fait ou veulent augmenter les peines. On pense au Burkina, au Mali, au Gabon, le Sénégal, encore une fois ici, la RDC. On a eu toutes sortes de contextes qu'on pensait relativement stables, se sont enflammés au Bénin, pas au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc, il y a tous ces enjeux-là, à faire le point de la situation actuellement. La montée du mouvement anti-genre, évidemment, est une grande préoccupation partout à l'international, ici aussi, et dans d'autres pays également. Sur la scène, en plus, on est une année où il y a eu énormément d'élections. Et nos communautés sont toujours la cible pour que les politiciens se fassent des gains politiques. On l'a vu, que ce soit de la Russie aux États-Unis, même au Canada, les communautés LGBT sont la cible des gens qui partent en campagne. Donc ça, c'est parmi des sujets qu'on va pouvoir aborder. Vous allez essayer de faire venir des gens de 30 pays différents. Quelle sorte de défi ça représente? Parce que moi, je me rappelle de ces gens qui ont essayé de venir ici à la conférence AIDS 2022 puis qui n'avaient pas eu de visa pour rentrer au Canada. On se retrouve avec les mêmes genres de défis définitivement en termes de visa. Et on est chanceux, on a quand même un réseau international. On a déjà des membres qui viennent déjà d'une trentaine de pays déjà, donc on est déjà connectés. Hein. À ce jour, on a déjà presque 400 inscriptions à la conférence qui sont déjà rentrées entre nos membres, les gens à l'international. Il y a un engouement très fort pour la conférence. Mais c'est sûr que ça coûte cher de faire venir des gens. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de venir, donc il faut offrir des bourses. On est d'ailleurs à la recherche de partenaires qui peuvent réussir à nous appuyer à faire venir des activistes, à sponsoriser des activistes. Sans compter, en effet, la question des visas. Ça prend du temps en plus obtenir ça. C'est pour ça qu'on annonce la conférence autant en avance, même si c'est simplement l'été prochain, parce que toutes ces démarches-là prennent énormément de temps. Rapidement, là, c'est quoi les impacts qu'on espère avoir avec cette conférence? Bien, c'est sûr qu'une conférence comme ça, le gros impact, c'est la mise en réseau. Donc, c'est des gens qui se seraient peut-être pas rencontrés, n'auraient pas eu l'occasion, et donc de les faire s'asseoir ensemble et de parler pour voir les synergies qui en ressortent. On espère qu'il y a des nouveaux partenariats à l'échelle mondiale pour faire avancer nos communautés. On veut en faire ressortir aussi des recommandations, du plaidoyer pour aller continuer à porter sur les enjeux qui concernent nos communautés. Peut-être qu'il y a des nouveaux angles aussi, des nouvelles réalités qu'on n'a pas encore vues. Mais surtout, ce genre de conférence, c'est aussi un répit pour les activistes. Ça se veut un safe space, ça veut un endroit où les gens peuvent s'apercevoir qu'ils ne sont pas seuls, en fait. Puis ça, pour la santé mentale des activistes qui sont constamment pris avec ça fait du des déferlements de haine, ça fait du bien. Ça fait du bien, on en a besoin. Puis c'est comme ça qu'on va avoir des mouvements résilients, c'est en étant capable de penser aussi à la santé mentale des activistes et de pouvoir s'interconnecter pour se soutenir. Bruno Laprade, responsable des communications chez Égide. C'est un plaisir de te recevoir. On va certainement essayer de rencontrer ces gens quand ils seront ici à Montréal. Merci beaucoup. Merci. Les inscriptions sont ouvertes donc sur le site web d'Égide pour ceux qui veulent participer à cette conférence. Nous, on vous revient après la pause. Soutenez Canal M, la voix de L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin-Chabot. Aider les personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas d'accès aux services de santé, à la chronique santé. Le Centre d'art DRAC de Drummondville s'ouvre aux identités de genre, mais d'abord exorcisé 3 fois pour se guérir de son homosexualité. Entrevue. L'exorcisme. Non, je vous parle pas d'un film d'horreur, bien que ça a été l'horreur pour mon invité. Gabriel Nadeau est issu d'une famille ultra-religieuse dans laquelle l'homosexualité, c'était pratiquement le pire des péchés, fait que c'était un démon, en fait. Gabriel a subi pas 1, mais 3 exorcismes pour se guérir. Il a donc écrit un livre sur son expérience, Exorcisé, sortez-moi de moi. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Gabriel. Merci beaucoup. Alors, écoute, on demande à nos invités pour la première fois qu'ils passent à l'émission, on utilise quel pronom et quels accords avec toi? Pour l'instant, c'est « il ». Parfait. Alors, moi, je ne veux pas te faire revivre de trauma, Gabriel, mais
Alors, tu vas nous le dire. Si jamais on aborde des sujets ou une question qui est trop délicate pour toi à ce moment-ci, tu nous le dis, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'ai une question d'abord, sans jugement. Mais je me dis toujours, de nos jours, être religieux et pratiquant, c'est pas usité. C'est quand même une minorité de personnes qui s'adonnent à la pratique religieuse. Je juge pas, là, mais du moins au Québec. Alors, pourquoi, je t'ai pas dire choisir de croire, mais je pense pourquoi t'es-tu retrouvé à croire au... En fait, c'est sûr que le fait que j'ai grandi dans une famille religieuse y a contribué. C'est sûr que quand on grandit là-dedans et puis qu'on est un petit peu dans cette fable-là, qu'on nous compte comme une réalité en soi, il semble pas vraiment il semble pas avoir d'autres avenues possibles. Donc ça a été mon cas. Il faut dire aussi que moi, j'avais un intérêt profond pour tout ce qui est spirituel, Dieu, la vie après la mort, la notion que des êtres chers persistent après leur propre mort. Ça m'a toujours fasciné, et donc j'étais un bon candidat pour croire. Et c'est quand même intéressant. En fait, ce qui est quand même intéressant aussi, moi, j'ai comme compris en lisant ton livre que tu n'avais pas comme... Je pense que tu voyais pas autre chose que ça. C'était vraiment, c'était important. Tu vois, c'était là. Tu y croyais. Puis comme je dis, moi, je ne juge pas là-dedans parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient. C'est pas ça l'idée. Mais en même temps, c'est quand même choquant parce que je lisais aussi, tu sais, les gens autour de toi, même tes propres parents qui sont censés t'aimer. Oh, boy, c'est pas... ça t'a fait mal, tout ça, là. Ça m'a fait, ça m'a fait énormément mal. En fait, je pense qu'il y a une des raisons pourquoi je me forçais quand j'étais adolescent à prétendre de croire autant, c'est que je savais que si je montrais mes vraies couleurs, si j'acceptais mes vraies couleurs, j'allais devoir subir leur rejet, ce que j'ai dû subir par la suite, surtout provenant de ma mère. Et très sincèrement, ça a été une des blessures les plus profondes, une des souffrances les plus grandes que j'ai dû subir dans ma vie. C'est son rejet de qui je suis et le fait qu'elle n'a pas accepté mon parcours. C'est assez hallucinant parce qu'on sait que les mères, c'est important. Pour les hommes, on le dit toujours, puis moi je dis toujours, pour les hommes gays, c'est encore plus important. Sa mère, c'est peut-être la seule femme qu'on a dans la vie, d'en être rejetée, ça doit être dur à prendre. C'est encore dur à prendre aujourd'hui. Malheureusement, elle n'a pas des bonnes dispositions envers moi du tout. Elle a pas cheminé vraiment. Mon père, oui, ça c'est la bonne nouvelle, mais elle a encore beaucoup de violence, cette violence-là de refuser quelqu'un pour pas la couleur de ses yeux, mais son orientation sexuelle. Moi, il n'y a pas tant de différence pour moi dans ma tête entre la couleur des yeux de quelqu'un puis l'orientation sexuelle et même l'identité de genre. Puis évidemment, si quelqu'un refuse quelqu'un pour sa couleur de yeux, tout le monde reconnaîtrait que ça constitue une violence en soi. Hein? Ouais. On est avec notre couleur de yeux, puis moi je pense que ça fait partie de notre beauté, de notre unicité, de notre caractère unique, puis aussi notre orientation sexuelle et notre identité de genre. Ça fait partie de notre beauté, mais malheureusement, ma mère ne voit pas ça comme ça du tout. T'as quand même espoir qu'un jour tu puisses revenir avec elle, retrouver ta mère un jour ou l'autre? Tu gardes espoir? Ou tu gardes la porte ouverte? Non, j'ai plus espoir. Ouais. J'ai plus espoir parce qu'à un certain point, l'espoir fait mal. Ouais. Quand on se bute à une réalité qui est toujours loin de ce qu'on souhaiterait vivre. Soit moi, ça serait que de pouvoir avoir une relation avec elle puis qu'elle puisse m'accepter comme je suis. J'ai tellement essayé de la changer. Puis malheureusement, ça marche pas, essayer de changer les gens quand eux-mêmes ils veulent pas. Oui. OK, Diane Tell le disait, on ne peut pas changer les gens à force de les aimer. J'aimerais aller dans le vif du sujet parce qu'il faut vraiment parler des exorcismes. Oui. Alors, pourquoi as-tu voulu... C'est toi qui as choisi d'avoir des exorcismes. Pourquoi? En fait, c'est que moi-même, j'étais très
brainwashé, là, comme on le dit en anglais. Je croyais profondément que tout ça était vrai, que Jésus était la seule porte hors de l'enfer, vers le ciel, que les démons existaient, ils pouvaient posséder les gens, que l'homosexualité c'était une déviance créée par un démon. Et évidemment, toutes ces choses-là, on me les a dit surtout quand j'avais 13 ans. À 13 ans, c'est difficile d'avoir un sens critique. Donc, pour moi, je pensais vraiment que c'était la vérité. Et donc, quand on m'a un petit peu proposé la voie de l'exorcisme, comme la seule voie possible pour me délivrer là, de l'homosexualité, pour moi, c'était d'une évidence que j'étais prêt à faire ça pour être normal, pour être accepté par la société. J'avais toujours souhaité avoir une femme, des enfants, une vie conventionnelle. Donc, dans l'information que j'avais dans ce temps-là, c'était la seule avenue possible. Maintenant, peux-tu me décrire un petit peu de quoi ça a l'air? Sans trop rentrer dans les détails, parce que c'est dans le livre, et aussi, c'est que c'est assez violent, ce qui se passe. Oui, absolument. Premièrement, ça commence par un jeûne. Donc, il y a une période... moi, j'ai d'habitude le prophète, là, c'est un prophète qui m'a exorcisé. Il voulait qu'on l'appelle prophète. D'habitude, il demandait 3 jours de jeûne. Vu que j'étais un mineur, il avait dit que 2 jours allaient être assez. Donc, j'ai pas mangé pendant plus que 48 heures avant la séance d'exorcisme. Sinon, pendant la séance, avant la séance, en fait, il fallait confesser tous mes péchés, surtout les péchés sexuels, parce qu'on jugeait que mon démon, c'était un démon relié aux choses sexuelles. Donc, c'est-à-dire toute activité d'un garçon de 13 ans. Donc, il y en a pas beaucoup, mais je me creusais la tête. Et ensuite, il m'a fait boire de l'huile d'olive, qui est un petit peu l'eau bénite des protestants. Ensuite, quand l'exorcisme c'était le moment, il a appelé les diacres. Les diacres, c'est des membres vénérés de l'Église. C'était quatre personnes qui étaient venues juste pour mon exorcisme. En fait, là, l'exorcisme, en fait, c'est vraiment juste se faire crier dans les oreilles. Donc, c'est épouvantable. C'est épouvantable, oui. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que tu as réussi à sortir de tout ça? J'ai toujours de la misère à sortir les mots là-dessus, une vie normale, si on peut dire le mot normal ici, là. Oui. Mon normal à moi, il est différent, là. Mais notre normal à tout le monde est différent, mais es-tu heureux présentement? C'est un mot galvaudé, mais... Je suis très heureux, évidemment. J'ai mes jours plus sombres, là, mais moi, j'ai connu la prison. J'ai connu c'est quoi être en prison, évidemment pas dans le sens vrai, là, dans une vraie prison, mais dans le sens figuré, avoir été dans ce carcan-là de l'Église, puis surtout de la haine de soi pendant aussi longtemps, pendant toute mon adolescence. Je suis extrêmement libre aujourd'hui. Je suis très heureux. J'ai fait la paix avec mon passé. J'ai fait la paix avec qui je suis aussi. Je suis très content d'être gay. Puis si j'avais une pilule miracle là, pour devenir hétérosexuel du jour au lendemain, je dirais non. Je ne voudrais pas de cette pilule-là. Je suis content d'être qui je suis. C'est ma couleur, c'est ma richesse, c'est mon bonheur. Gabriel Nadeau, donc le livre s'appelle « Exorcisé » sur Témoin de moi. C'était publié aux éditions de Mortagne en 2024. Très bonne lecture. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. C'est un plaisir. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Connaissez-vous le DRAC? C'est un centre d'art actuel à Drummondville qui présente des expositions artistiques qu'on dit actuelles. Le centre se situe à la Maison des Arts des Jardins. Le DRAC propose depuis quelques jours Entre-lancements, ces rencontres du regard. C'est créé autour de l'autoreprésentation et des questionnements identitaires. L'exposition présente en dialogue les corpus de Damien Ajavon, qui nous vient de Oslo, en Norvège, et de Michael Lepage, de Drummondville, au Québec. Et pour en parler, donc, je reçois, outre les artistes, la personne commissaire Camille Técaron. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission.
Bonjour, bien, merci pour l'invitation. Salut. Salut, merci tout le monde d'être là. Je vous demande à tous les trois, je le fais toujours quand j'ai des nouvelles personnes invitées à l'émission, on utilise quel pronom et quel accord avec vous? Il pour moi. D'accord pour Michael. Damien? Je préfère être neutralisé, c'est mieux. OK, IL est neutralisé. Et Camille? Oui. Oui, elle pour moi. Merci. Parfait. Alors, d'abord, je voudrais que j'explique aux gens c'est quoi le DRAC. Qui peut répondre à ça? J'imagine, Camille, ça serait plus de votre côté. Oui, absolument. Donc, DRAC, Art actuel Drummondville, on est un centre d'exposition, comme le titre le dit, là, situé à Drummondville. Le centre d'exposition en soi existe depuis 46 ans, mais là, dans les dernières années, on a eu un gros changement, là, beaucoup de changements, changement de mission. On est maintenant dédié uniquement à l'art actuel, changement d'identité nominale et visuelle également depuis 2021. Donc, on dirait qu'on se fait redécouvrir un peu par le milieu des arts visuels en ce moment. Mais on a une programmation très dynamique là, à faire découvrir. Camille, j'aimerais aussi que vous nous définissiez c'est quoi que vous entendez par art actuel. Oui, en général, on parle de production artistique plus récente, là. Habituellement, on va parler d'une période, les 10 dernières années par rapport à nous. Donc, c'est pas des dates spécifiques, c'est toujours par rapport à nous dans le temps. Donc, art actuel, aujourd'hui en 2025, on parlerait de 2015 à 2025. Après ça, quand on va bouger dans le temps, en 2020, on va parler plutôt des productions artistiques de 2010 à 2020. D'accord. 2030 plutôt. Bon, c'est clair, on vient de se comprendre là-dessus. Alors, parlons justement de l'exposition en question parce que ça nous interpelle. Entrelacement, ces rencontres du regard. Vous m'excuserez tout le monde, je suis en train de perdre la voix, mais ça fait partie des problèmes qu'on vit à ce temps-ci de l'année. Alors, parlons donc de cette exposition, Entrelacement, rencontre du regard. De quoi s'agit-il? Je lance la question peut-être à Michael et à Damien. Ah, vous m'avez... Je Oui, vais me lancer. oui, Michael. Dans le fond, c'est Entrelacement, rencontre des regards, c'est la rencontre entre mon corpus et celui de Damien. Donc, Damien, ben moi, pour ma part, je travaille beaucoup l'autoreprésentation. Donc, j'essaie de décloisonner la représentation des genres hommes-femmes en passant beaucoup par la question des vêtements. Et puis, là où le lien se tisse entre mon corpus et celui de Damien, puis Damien va pouvoir compléter, c'est que pour sa part, il travaille beaucoup la question du textile et le genre. Oui, Damien. Oui, c'est ça. En fait, je travaille beaucoup avec l'autoreprésentation euh, en textile, fait que j'essaye de créer des archives avec mon travail, de mes accomplissements ou juste de mes passages dans certains endroits, de laisser une trace tangible et en utilisant un médium comme le textile. Et l'idée, c'était d'avoir une espèce de dialogue entre mon autoreprésentation et celle de Michael à travers nos différents médiums et comment cette ligne était conductrice pour deux visions et une vision commune. Et comment est née l'idée de cette exposition? Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment c'est né tout ça? Oui, ben c'est un peu, là, c'est un petit peu le, le rôle du commissaire d'exposition, justement. Là, Oui, Camille. je savais qu'on allait travailler avec Michael Lepage, qu'on allait présenter son corpus à DRAC, et on m'a mandaté de trouver un ou une autre artiste là, dont le travail là, viendrait bien se lier avec celui de Michael. Très tôt, j'ai eu envie d'avoir une belle variété au niveau des médiums présentés. Donc, Michael travaillant là, la peinture à l'huile, étant plus dans le 2D, ben, j'ai voulu très vite aller vers quelqu'un qui travaillait soit le textile, soit l'installation. Un proche collaborateur de DRAC a fini par me suggérer le corpus de Damien et ça a été un coup de cœur. Donc, tout de suite, j'ai approché Damien et ensuite le validé avec les deux artistes qui avaient l'intérêt de travailler là, tout le monde ensemble sur ce beau projet. Là, j'ai vu, Damien, que tu es établi à Oslo, en Norvège, c'est ça? Oui. On te rejoint par contre à Drummondville ou tu es encore à Oslo présentement? Non, je suis à Montréal. OK. J'étais à Drummondville ce week-end pour le vernissage, mais j'ai vécu au Québec. En fait, j'ai vécu au Québec 4 ans. J'ai fait mon DEC au Cégep du Vieux en construction textile à Rosemont et j'ai fait ma maîtrise finalement
à Oslo et puis je suis resté. Alors, pourquoi c'est important pour vous deux, Michael et Damien, de parler du genre, d'identité de genre dans cette proposition artistique que vous faites? Ben, de mon côté, tu sais, je suis Drummondvillois, je suis né à Drummondville. Euh, on s'entend que dans les villes en région, c'est toujours un peu différent. La diversité, la représentation est beaucoup moins présente. Donc, je trouvais ça important qu'avec les années, la communauté qui commence à émerger ici, on ait aussi à Drac, dans notre centre d'art actuel, une exposition qui enfin aborde la question du genre pour que ce soit vu par le plus de gens possible dans la ville. Il faut dire que Drac est lié à la Maison des Arts, donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui passent par ce lieu-là par semaine pour tous les spectacles qui s'y déroulent. Donc, je trouve que c'était vraiment une belle opportunité qu'on a eue de présenter un corpus comme ça dans ce lieu-là à Drummondville. Damien, c'est quoi l'importance pour toi de parler d'identité de genre dans ton œuvre? Ben, c'est pas ce qui me définit complètement, mais ça fait partie aussi de mon identité en tant que personne. Et je trouve que c'est assez amusant de jouer avec les rôles, surtout que je viens d'un milieu assez artisanal où le textile a toujours été vu comme un hobby ou quelque chose d'assez féminin. Et en fait, emmener cette perspective de comment le textile est perçu par une personne qui est complètement hors de ce spectre-là, ben, ça m'a amené à aussi jouer dans mon autoreprésentation, à jouer avec les codes de genre et d'explorer un peu plus comment mon identité est représentée avec un médium comme le textile. Camille, on termine avec vous. Alors, pour voir cette exposition, c'est où, quand, comment et jusqu'à quelle date? Oui, donc l'exposition est présentée jusqu'au dimanche 9 mars 2025 à DRAC Art Actuel Drummondville, situé, comme Michael le mentionnait, à la Maison des Arts des Jardins Drummondville, 175 rue Ringuet. On est ouvert 5 jours par semaine, dont 3 soirs jusqu'à 20 heures, les jeudis, vendredis, samedis. On est ouvert aussi le dimanche entre 11 heures et 17 heures. Donc, on devrait avoir des heures d'ouverture là, pour tout le monde. C'est gratuit, bien sûr. Il y a toujours une médiatrice sur place pour accueillir les publics, pour donner là, quelques pistes d'interprétation, quelques clés de lecture aussi, là, pour que les gens puissent justement là, comprendre les corpus d'œuvres qu'on y présente. Alors, Camille Técaron, commissaire, merci aussi à Damien Ajavon et Michael Lepage, artistes, de cette exposition Entrelacement, Rencontre du regard. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins, notre chronique santé. Salut, notre infirmier préféré. Bonsoir, Denis Martin, comment ça va? Ça va bien, Gengis, toi? Super bien, je reviens de vacances. Oui, ça paraît. C'est gentil. Chanceux. Et on va parler aujourd'hui de VIH et de l'accès aux soins pour les personnes qui n'ont pas accès. On pense surtout aux personnes immigrantes, entre autres. Alors, Gengis, c'est un invité pour nous. Oui, on reçoit Tanguy Heydrich d'un organisme communautaire qui s'appelle le Cercle Orange. Moi, c'est un patient qui m'en a parlé, qui m'a parlé en fait de votre organisme. Comment ça va, Tanguy? Ça va très bien, bonjour. Oui, je vais peut-être préciser que Tanguy est coordonnateur de la recherche communautaire à la Coxida qui chapeaute donc le Cercle Orange. Ouais. Je trouve ça intéressant de pouvoir parler de votre organisme. En fait, quand on regarde à travers l'immigration qu'on peut recevoir, il y a des histoires que je trouve quand même difficiles à recevoir. Je trouve que les personnes qui s'attellent de courage et d'efforts de façon démesurée pour arriver ici, je trouve qu'ils sont très assujettis à ce que j'appelle des vautours, des gens qui sont malveillants près des frontières et tout ça. Il y en a qui se font violer, il y en a qui se font voler. Il arrive donc ici, certaines personnes arrivent, il y avait prévu 3 mois de médication anti-VIH, se sont tout fait voler. Puis une fois qu'ils arrivent au Canada, si on se fait tout voler, pièce d'identité, l'immigration devient un peu difficile. Puis j'ai un de mes patients qui m'a parlé de votre organisme, puis je me sentais mal parce que comme professionnel de la santé, je ne le connaissais pas.
J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce que vous faites, puis en quoi que ça peut aider les personnes ayant un statut, ce que j'appelle entre deux chaises, lorsqu'ils arrivent au Canada avec un VIH de type 1. Oui, donc c'est ça, c'est le cercle orange. Le but du cercle orange, c'est de relier les personnes migrantes qui n'ont pas forcément accès à la RAMQ à la médication, au système de santé dans le fond. Donc, faut savoir que quand on arrive ici en tant qu'étudiant, travailleur, etc., la plupart du temps, on n'a pas accès à la RAMQ. Donc, quand on vit avec le VIH, qu'on arrive ici, c'est très difficile de trouver des médicaments. Soit il faut payer des milliers de dollars par mois, ce qui est impossible pour le commun des mortels, soit il faut trouver des solutions. Les solutions, elles existent. Donc, il y a des médecins qui sont là pour faire les traitements sanguins qu'il faut. Il y a des compagnies pharmaceutiques qui donnent des traitements de manière gratuite, mais il faut trouver l'information. Le but du Cercle Orange, c'est un peu de regrouper tous ces services-là. Donc, à la fois les médecins, les cliniques qui sont prêts à travailler pour les personnes migrantes vivant avec le VIH et les compagnies pharmaceutiques qui sont prêts à donner des médicaments. Donc, relier tout ça pour que la personne qui arrive ici, c'est difficile d'arriver ici, de ne pas connaître le système de santé et tout, pour que cette personne-là puisse accéder au système de santé. Quelqu'un, un étudiant, c'est vrai qu'il n'y a pas juste l'immigration qui peuvent se ramasser entre deux chaises. Ouais. Il y a les étudiants étrangers, du monde qui se font aussi voler leurs papiers. Ouais. Grosso modo, quelqu'un qui demande une consultation chez vous puis qui a besoin de médicaments urgents, vous êtes capable d'offrir la dispensation de traitement en combien de temps à peu près? Ça dépend. Donc, nous, quand on reçoit quelqu'un, on va appeler des cliniques avec qui on est associé pour avoir accès à un médecin, pour avoir un diagnostic fait au Québec, pour avoir les taux de CD4, ce qu'il y a besoin pour avoir accès aux médicaments le plus rapidement possible. Et je te dirais que j'ai pas les chiffres exacts, mais dans une couple de semaines, tu peux avoir accès au premier traitement. Ce qui est quand même rapide, c'est bien. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu de vos statistiques, les prises en charge chez les personnes vulnérables. Vous réussissez à sauver combien de personnes sur une base annuelle? Donc, on a commencé en 2020 à peu près, puis là, on est à plus de 300 personnes avec qui on travaille. Donc, et puis, en 2020, c'était l'année de la COVID, là, on n'était pas beaucoup. Puis, au fur et à mesure, on augmente nos chiffres. En plus, en 2024, avant, on travaillait uniquement à Montréal. Maintenant, on travaille à Québec. On essaye de travailler à Québec, à Gatineau aussi, pour avoir accès au plus de monde possible. Mais c'est ça, je te dirais, maintenant, on est autour de 150 personnes par an avec qui on travaille et qu'on essaye de soutenir. Oui. Ça me touche droit au cœur. Oui, puis moi, je passe là... C'est incroyable. Vous faites ça avec quoi? Quelle sorte de ressources avez-vous? C'est quoi le financement? Des bouts de ficelle. Donc, on a des financements avant, ça s'appelait la Direction régionale de prévention des ITSS, la DPIT. C'est avec ça qu'on essaye de faire. On n'est pas beaucoup... moi, je travaille à la Coxida, donc je soutiens mon collègue, mais on a juste un collègue qui travaille là-dedans, qui essaye de faire justement ce lien entre le système de santé et puis les personnes migrantes. Mais oui, on n'a pas beaucoup, puis on essaye de faire beaucoup. Oui. Mais moi, ils ont changé la vie d'un de mes clients en ce moment. Sur votre site Internet, oui. Ça dit qu'il y a un gros volet juridique. J'étais curieux de savoir quel genre d'aide, quel genre de conseils que vous donnez à des gens qui sont entre deux chaises. Oui, donc l'idée, c'est vraiment de dire qu'ils ont besoin de plus que des médicaments. Quelquefois, les personnes ici ont besoin d'aide, en tout cas d'informations juridiques pour... à la fois leur statut migratoire, s'ils doivent faire une demande d'asile, essayer de voir si même ils peuvent continuer à rester au Canada avec leur statut VIH. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Est-ce que je dois dévoiler mon statut en entretien d'embauche, ce genre de choses. Donc, on essaye on a... à la Coxida, on a un service qui s'appelle le VIH Infodroit. Puis, il y a beaucoup de liens entre, justement, le Cercle Orange et le VIH Infodroit pour répondre à ces questions-là. Les grosses questions qu'on a, c'est surtout sur l'immigration. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux régulariser mon statut? Etc., etc. Moi, la question qu'on me pose le plus souvent, je vais te la poser, puis si t'es pas à l'aise de répondre, tu réponds pas.
C'est surtout avec ma clientèle migratoire. Est-ce qu'ils doivent révéler leur statut à l'immigration? La réponse, c'est pour la plupart, oui. Ça dépend du pays d'origine, mais pour la plupart des personnes, ils doivent donner leur statut, ils doivent faire un test VIH avant de rentrer sur le sol canadien. Et pour tout le monde, là, s'ils veulent rester et demander la résidence permanente, il faut aussi faire un autre test VIH. Donc oui, la réponse est oui. Et le VIH, ça n'empêche pas l'immigration, là. C'est pas un critère. C'est comme un mythe, tout le monde pense ça. Non. En fait, ça l'était depuis longtemps. Il y a un système il y a le concept de fardeau excessif, surtout quand on demande la résidence permanente, où faut pas que ça coûte trop au système de santé pour pouvoir rester. Mais les seuils ont beaucoup augmenté. Puis maintenant, le VIH n'est pas un problème. Ça peut l'être si on a d'autres maladies, mais le VIH en tant que tel ne pose pas problème. Tanguy Edrich, merci beaucoup d'avoir été avec nous, coordonnateur de la recherche communautaire à la Coccident. Merci, Gengis Grenier. Ça me fait plaisir. Le mois prochain, on en reparle. Yes. Épisode 99 en ce 13 janvier 2025. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, c'est heurciel en un seul mot, @gmail.com. Merci à l'équipe de Derek Traub et Marie Massé à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. Et on remercie aussi toute l'équipe de Canal M qui est derrière nous et qui nous aide à produire cette émission et balado. Et moi, je vous invite aussi à compter de samedi 18 janvier à midi. On vous présente la nouvelle émission qui s'appelle Affirmation et balado. Donc, à suivre cette semaine, c'est Serge Joyal. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et j'espère que j'aurai de la voix pour vous la semaine prochaine. Après la pause,